Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1 ce lundi 14 mai à la une de l'actualité. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État ivoirien. Ce sont les ambassadeurs de l'État de Palestine, d'Ukraine, de la République islamique du Pakistan, d'Indonésie et du Koweït. Dans le domaine de la santé, les urgences du centre hospitalier urbain CHU de la commune de Treichville ferment ce 14 mai au soir et ce jusqu'au 28 mai prochain pour nécessité de travaux. Des précisions dans ce journal. Et puis en Israël, à Jérusalem, le transfert de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv a été acté aujourd'hui. Et en marge de cette cérémonie, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza. Bienvenue dans le 20h et toutes nos excuses pour le retard avec lequel cette édition démarre. Direction la présidence de la République, 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État ivoirien. Viviane Aïma. Nouvel ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire avec résidence au Mali, son Excellence Abdoul Karim Ewada a présenté officiellement ses lettres de créance ce lundi 14 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. L'État de Palestine, qui est un État en formation, bénéficie pour l'heure de la reconnaissance de 136 États sur les 193 pays au sein de l'ONU. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition diplomatique d'être l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne, fait partie des pays qui ont décidé de reconnaître l'État de la Palestine. C'est depuis le 20 octobre 1992 que la Côte d'Ivoire et l'État d'Ukraine ont établi des relations diplomatiques. Après 26 ans, le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Ukraine près la Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar est son Excellence Oleksandr Ovtcharov, qui a présenté ce lundi 14 mai ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La position de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 fait d'elle un partenaire important pour l'Ukraine. Le nouvel ambassadeur de la République islamique du Pakistan en Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar est son Excellence Mohamed Imran Mirza. Il a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Jusqu'à présent, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan sont fortement marquées par des fortes importations de riz en provenance de ce pays. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan sont passés de plus de 46 milliards de francs en 2016 à plus de 50 milliards de francs en 2017. L'Indonésie, pays avec lequel la Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques depuis 1992, son Excellence Mansour Pangéran en est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar. L'Indonésie et la Côte d'Ivoire, 2 pays qui, au plan de leur production agricole, ont plusieurs productions similaires et de ce fait peuvent unir leurs forces, a déclaré le nouvel ambassadeur de ce pays. L'État du Koweït, où le président de la République Alassane Ouattara vient d'effectuer une visite officielle du 15 au 18 avril 2018, a établi des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1993. Le nouvel ambassadeur de ce pays, près la Côte d'Ivoire avec résidence au Ghana, est son Excellence Mohamed Hussein Al-Felakaoui, qui a présenté ce lundi 14 mai ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au plan des relations entre les 2 pays, le Koweït, par le biais du Fonds koweïtien pour le développement, apporte un appui à la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets, notamment le financement partiel à hauteur de 5 milliards de francs de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, le financement partiel de la route Bouna-Doropo-Burkina Faso à hauteur de 10 milliards de francs, l'adduction en eau potable de la ville d'Adzopé pour un montant de 12 milliards de francs, ainsi que plusieurs autres projets. Chaque ambassadeur nouvellement accrédité auprès de l'État de Côte d'Ivoire a reçu à sa sortie d'audience les honneurs militaires dus à son rang,
de premier représentant en Côte d'Ivoire d'un pays officiellement ami. Il a été mis en place le 13 avril dernier. Le Conseil national de politique économique a tenu sa toute première session le vendredi dernier. À l'ordre du jour de cette rencontre présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les réformes que le gouvernement entend mener au niveau du Code des investissements. Mahama Traoré. Le gouvernement veut davantage améliorer le climat des affaires. Un nouveau Code des investissements est de ce fait à l'ordre du jour. Le projet a été examiné lors de la première session du Conseil national de politique économique, CNPE, présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. À ses côtés, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vice-président du CNPE, des membres du gouvernement et le patronat. Une heure durant, les membres du CNPE se sont attelés à peaufiner ce nouveau Code des investissements pour qu'il soit soumis à l'adoption du Conseil des ministres dans les plus brefs délais. Je vais donc confirmer que chaque fois que la problématique traitée concerne le secteur privé, celui-ci sera consulté, aussi bien en amont qu'en aval, en vue de la prise de décision qui garantisse la force et la durabilité du partenariat gagnant-gagnant entre l'État de Côte d'Ivoire et le monde des affaires. Notre session nous amènera à discuter principalement du nouveau Code des investissements dans le cadre d'une proposition de réforme engagée par le gouvernement. Je voudrais vous assurer que les questions liées au cadre institutionnel pour accompagner la mise en œuvre de la loi et à l'écosystème dans les infrastructures dédiées à la production feront rapidement l'objet d'examen et de prise de décision par les hautes autorités de l'État. Le CNPE a été créé le 10 janvier 2018 et mis en place le 13 avril dernier par le président Alassane Ouattara. Il a pour mission d'identifier les grands défis économiques nationaux et internationaux que l'État doit relever. C'est depuis hier soir que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est dans la ville de Sikasso au Mali pour le lancement d'une zone économique spéciale entre la Côte d'Ivoire et deux pays de la sous-région. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue malien Soumeilou Maïga. Adama Kone. Les régions frontalières de Sikasso au Mali, Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et Korogo en Côte d'Ivoire prennent date avec l'histoire pour faire de cette zone un espace économique prospère. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé à cet effet à 17h30 à Sikasso ce dimanche. Cette visite, vous le savez, intervient après une visite officielle du président Ibrahim Boubacar Keïta donc en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son frère aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. J'ai eu l'invitation du Premier ministre Boubei Maïga, mon frère, donc pour venir participer à un sommet qui regroupe donc, nos trois États, que sont le Burkina Faso, donc la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous venons donc travailler sur la zone appelée Escabo. Il s'agit pour nous de travailler et voir comment donc, mettre en œuvre donc, des mesures donc, coordonnées, renforcer notre coopération pour le développement de cette zone qui est forte donc, en potentialité, que ce soit des potentialités agricoles, des potentialités minières, donc, etc. Et donc c'est un sommet important pour le développement sous-régional, pour l'intégration sous-régionale et partant pour le développement de nos États. Les impacts du projet de la zone Escabo, entendez, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, sont clairs. Ce sommet a été précédé donc, par un festival donc, du Balafon. C'est une zone qui est liée au plan culturel par des communautés qui partagent beaucoup de choses en commun. La communauté Sénoufo, ce triangle est appelé d'ailleurs donc triangle Sénoufo. Nous appuyons donc sur ces bases culturelles. Nous pensons qu'au niveau des échanges commerciaux donc, entre les différentes régions, beaucoup de choses en seront donc facilitées. En tout cas, je vois d'immenses opportunités pour notamment créer donc, de la richesse, créer des emplois donc, pour les jeunes donc, de nos pays. Et vous savez que c'est cela l'attente principale donc, de nos populations. Le programme prévoit entre autres ce lundi la signature d'une déclaration des trois premiers ministres maliens, burkinabés et ivoiriens matérialisant le point de départ du projet. Le gouvernement ivoirien dote les armées et la gendarmerie nationale de moyens roulants. 47 véhicules ont été alloués aux unités des forces armées de Côte d'Ivoire et à la gendarmerie nationale pour renforcer leurs capacités opérationnelles. Les clés ont été remises aux deux grands commandements par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le point avec Abou Sanogo.
Ce sont des véhicules de commandement entièrement climatisés avec toutes les innovations technologiques et un car de transport pour 61 passagers. Au total, 47 véhicules flambant neufs de différents types adaptés aux missions de la défense. Les bénéficiaires, les unités des forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale. Les clés ont été remises aux deux grands commandements par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Et ils ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Je peux vous assurer que ces engins qui augmenteront grandement la capacité opérationnelle des armées et de la gendarmerie nationale seront utilisés à bon escient. C'est aussi le lieu d'inviter solennellement les chefs d'état-major d'armée, les commandants de légions et les commandants d'unités à toujours mettre un accent particulier sur la formation des hommes et à veiller au parfait entretien de ces engins. Ces véhicules offerts par le ministère d'État, ministère de la Défense, seront d'une grande utilité aux forces bénéficiaires sur le terrain selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui attend d'eux des résultats pour le bonheur des populations. Nous avons fait un plaidoyer auprès du président afin que nos hommes travaillent dans les meilleures conditions. Donc à vous aussi, je demande de prendre soin de ces matériels. Ensuite, d'être plus engagé dans votre travail. Le pays a besoin d'une armée qui soit une armée disciplinée, une armée modèle. Et je veux avec vous réussir le pari de la transformation profonde de notre armée et de la gendarmerie. La phase 2 va consister à la réhabilitation d'une dizaine de réfectoires dans les casernes militaires du pays. C'est fait, le premier vol direct à Abidjan-New York a eu lieu et sur place, les autorités ivoiriennes qui ont voyagé sur ce vol ont rencontré les Ivoiriens vivant à New York. Le reportage de notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. En allant à la rencontre des Ivoiriens vivant à New York, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Transports, Amadou Koné, veut les rassurer de l'effectivité du vol direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Le ministre Amadou Koné explique aux Ivoiriens et aux autres communautés de l'espace CEDEAO que l'atterrissage du Boeing 787 de Ethiopian Airlines à l'aéroport international Liberty de New York, dans la banlieue de New York, est une volonté du président de la République Alassane Ouattara de répondre à leurs sollicitations. Une véritable fierté pour ces populations qui attendaient cet événement depuis des décennies. Très bientôt à Abidjan, on ira faire le marché à Niamey, revenir ici aux États-Unis, faire nos sauces et retourner et manger bio. On compte prendre un vol direct à Abidjan et rentrer à Ouaga. Juste qu'à partir d'Abidjan, il y a plusieurs canaux pour atteindre Ouaga, par le train, par le voie aérien. Je pense que là, c'est très important pour la communauté burkinabé. Tour à tour, les diplomates ivoiriens résidant aux États-Unis d'Amérique démontrent l'importance de ce trafic qui vient renforcer le repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. J'invite toutes mes sœurs et tous mes frères de la diaspora, non seulement ivoiriennes vivant ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais aussi nos frères et sœurs des pays limitrophes comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Libéria, de s'approprier ce vol. Le ministre des Transports, Amadou Koné, présente également les efforts consentis pour la réalisation de ce projet par le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que par son gouvernement. Pour que tout cela soit possible, il a fallu que nous rassurions les Américains, que nous rassurions les Éthiopiens et la compagnie. Pour ce faire, depuis 7 ans, le président de la République, M. Alassane Ouattara, et le gouvernement, les gouvernements successifs, ont travaillé pour que la paix et la stabilité reviennent en Côte d'Ivoire. C'était le préalable à toute discussion tendant à demander l'ouverture d'une ligne. Il fallait la paix, il fallait la sécurité. Il fallait également créer les conditions pour que le pays soit attractif. Les ministres Siadou Fofana du tourisme et Pascal Kokou Abina de la réforme administrative exhortent à leur tour la diaspora ivoirienne ainsi que les opérateurs économiques à s'intéresser davantage au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons faire de ce secteur le troisième pôle économique de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement nous a permis de nous doter d'une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, parce que le pays a de réels potentiels à valoriser et mettre au goût du jour le circuit qui
retrace la route des esclaves, il faudrait que vous ayez à aider à commercialiser ce circuit pour en faire un produit de référence et permettre que bien des Américains partis longtemps de par leurs aïeux au temps de ce commerce très honteux, nous ayons à leur donner l'occasion de revisiter les terres de leurs ancêtres. Le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire rassure la diaspora de la poursuite de la collaboration avec Ethiopian Airlines pour alimenter davantage cette nouvelle ligne. Les responsables de Ethiopian Airlines promettent l'ouverture prochaine d'une autre ligne directe, celle d'Abidjan, Washington, et cela dans quelques mois. Ici, sur le sol ivoirien, après l'incendie qui a touché les locaux de Orange Côte d'Ivoire le 30 avril dernier, les experts concluent à un feu d'origine criminelle. Les dégâts matériels sont importants et se chiffrent à 2 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, au moins 85% des capacités de l'entreprise sont rétablies. Lancine Bakayoko. L'incendie survenu le 30 avril sur les installations d'Orange Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau a provoqué des perturbations importantes allant des lenteurs sur le réseau à l'indisponibilité totale des services. Les appels fixes dans les communes du Plateau à Adjamé et à Cocody, les appels internationaux, le roaming, l'Internet fixe au Plateau, ADSL et fibre, l'Internet mobile à Adjamé et au Plateau, les applications Orange et Moi, Orange Monnaie, les services Orange TV via les box ADSL et fibre. Ces rouleaux de câbles ont été acquis pour remplacer ceux endommagés dans cette salle de passage entièrement ravagée par les flammes. Plus de 300 travailleurs ont été mobilisés nuit et jour. Les résultats sont satisfaisants. Aujourd'hui, nous avons rétabli à peu près 70% de nos capacités au niveau international. Nous sommes quasiment en situation de normalité sur la téléphonie fixe dans la zone du Plateau, d'Adjamé et de Cocody, et ce qui était fortement impacté pendant ces 2 semaines. Et le dernier service de l'entreprise, au point d'hier, nous avions rétabli à peu près 85% de l'ensemble des entreprises qui étaient impactées par la crise. Et nous travaillons pour rétablir au plus vite les 15% restants au cours de cette semaine. En raison de la récurrence des actes d'incivisme sur ces équipements, la compagnie de téléphonie mobile a décidé de renforcer son dispositif de sécurité. Le contrôle biométrique des visiteurs, le renforcement des équipes de sécurité et le renforcement de la vidéosurveillance. Pour rappel, le préjudice financier de cet incendie est évalué à 2 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la santé, les urgences du centre hospitalier urbain CHU de la commune de Trècheville ferment ce 14 mai au soir et ce jusqu'au 28 mai prochain pour nécessité de travaux. Le directeur général du CHU nous donne des précisions. La fermeture provisoire du service des urgences médicales s'inscrit dans cette vision, celle de faire en sorte que les patients, les parents des malades, les visiteurs et le personnel soignant soient sécurisés par rapport à ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Nous avons juste pris 2 semaines, une semaine pour faire partir tous les malades qui étaient déjà enregistrés vers les services techniques et puis une autre semaine pour faire tous les travaux. Donc nous n'allons pas dépasser les 2 semaines et donc le délai prescrit va donc du 14 mai au 27 mai. Et le 28 mai, en principe, c'est la reprise des activités aux urgences médicales. Dans le secteur électricité, une vingtaine de cadres de haut niveau issus de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Canada sont formés sur la régulation et la tarification de l'industrie électrique. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif de l'ANARE est double: renforcer les compétences des régulateurs et les outiller afin de faire des propositions tarifaires à l'État. À côté de l'électricité, un autre secteur important, le pétrole. Une délégation ghanéenne est à Abidjan pour une séance de travail de 2 jours. En première ligne, la mise en application de la décision du Tribunal international du droit de la mer sur la tracée de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana.
Cette première session du comité bilatéral dont la partie ivoirienne est conduite par Adama Tounkara, médiateur de la République, s'est tenue ce lundi. Les deux voisins ouest-africains souhaitent mettre en place un dispositif qui devrait garantir l'exploitation en commun des gisements et des ressources naturelles transfrontalières. Intéressons-nous maintenant au domaine agricole. Le Conseil Café-Cacao est depuis le 8 mai à la Foire internationale d'Alger. Il est question de reconquérir le marché algérien du café, très porté sur le café robusta ivoirien. Un marché perdu en 2017 du fait de la faible production ivoirienne. Noël Niagno. En Algérie actuellement, du 8 au 13 mai, hier du 24 au 29 avril au Maroc, à Meknes, le Conseil du café-cacao à la conquête du marché maghrébin, très porté sur le café ivoirien. 120 000 tonnes, c'est la consommation annuelle de la seule Algérie. La production ivoirienne est en berne, moins de 100 000 tonnes. Et comme si cela ne suffisait pas, la présente campagne connaît des perturbations au niveau de la commercialisation intérieure. Voilà qui explique l'offensive commerciale du Conseil café-cacao pour 5 jours à Alger, à la 51e édition de la Foire internationale. Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil Café-Cacao et sa délégation ont eu plusieurs rencontres, dont celle avec le patronat algérien, avec à sa tête Ali Haddad, le patron des patrons. En bonne place à cette séance de travail des torréfacteurs algériens, parce qu'intéressés par le robusta ivoirien. Objectif de cette présence qualitative, renforcer les liens commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Fait majeur à souligner, au cours de ce séjour algérien, la signature du protocole entre le patronat algérien et le Conseil du café-cacao. Les parties s'engagent à booster ce partenariat vital pour les deux pays. La partie algérienne décide de revenir à son marché d'approvisionnement traditionnel. Quant à la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil café-cacao, elle s'engage à améliorer la qualité et la quantité du café robusta, fort apprécié des Algériens. Instant dans la dimension des ambitions de la Côte d'Ivoire a permis au nombreux public de déguster le café et le chocolat ivoirien. Notons que ce sont 700 entreprises venues de 20 pays qui participent à la foire d'Alger. Les organisateurs projettent un salon du café et du chocolat en février 2019. La première dame ivoirienne a été ce lundi la marraine de remise du prix CNP d'excellence 2018, un prix qui récompense les meilleurs organes de presse écrite du pays. Cette année, les lauréats sont le groupe Fraternité Matin pour le prix du meilleur organe de presse d'information générale et le journal de l'économie pour le prix du meilleur organe de presse spécialisé. Nous vous invitons à écouter un extrait du discours de la première dame, Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, depuis 2006, le prix CNP d'excellence a été institué par le Conseil national de la presse pour récompenser les lauréats qui se sont distingués par leur professionnalisme et leurs efforts tout au long de l'année. En honorant les organes de presse les plus méritants, l'AMP favorise un réel engouement de tous les acteurs du secteur sur le territoire national. Cette démarche les sensibilise par la même occasion à l'amélioration de leur qualité de service. Elle promeut également auprès des participants la culture de l'excellence et du leadership, comme l'a toujours préconisé mon cher époux, le président de la République. Distinguer ces organes de presse dans leurs catégories respectives équivaut donc à promouvoir des valeurs d'éthique et de déontologie au sein des médias. L'AMP exhorte ainsi les organes de presse nationaux à faire évoluer les métiers de la presse en Côte d'Ivoire. Le secrétariat national au renforcement des capacités livre les conclusions de la mission d'évaluation de décembre 2017 sur les besoins en renforcement des capacités des collectivités. Franck Wadio. Les domaines de compétences transférés par l'État, la mise en œuvre du PND 2016 à 2020, l'accroissement des ressources et la politique de développement environnemental, c'est en substance le contenu de l'évaluation menée d'octobre à décembre 2017 par le secrétariat national au renforcement des capacités auprès de 8 collectivités pilotes, une mission d'évaluation dont les résultats ont été présentés à la Direction générale du développement local. Nous avons depuis
2013, nous avons de nouvelles entités que sont les régions. Les dispositifs légaux ne sont pas toujours adaptés à cette nouvelle configuration. Donc il faut adapter, il faut donc réformer l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire. Et l'autre aspect important, c'est les capacités humaines. Vous savez que la plupart des élus locaux sont avant tout des acteurs politiques. De ces acteurs politiques, il faut en faire des acteurs de développement et un développement qui soit inclusif, qui soit participatif. Donc c'est, disons, les grandes lignes de la conclusion de l'étude diagnostique. Une étude qui révèle aussi que sur 16 domaines de compétences transférés par l'État, seuls 5 sont vraiment mis en œuvre par les collectivités. Ce sont la santé, l'éducation, la communication, l'assainissement et la salubrité. Certains comme l'aménagement du territoire et la promotion de la famille et la jeunesse étant négligés, sans oublier l'absence de plans locaux de développement. La rencontre a donc été pour les experts de la décentralisation d'apprécier les résultats pour une meilleure mise en œuvre. Et au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre des élections locales, avant le 31 décembre 2018, il était nécessaire, en collaboration avec le Secrétariat national de renforcement de capacité, bien que cette étude soit menée en vue de déceler les dysfonctionnements et voir un peu là où il faut apporter des améliorations. Prochaine étape, rencontrer les fêtières, les mairies, le VICOSI et les régions, la RDCI, avant la validation par la tutelle, la primature. La démarche a pour toutes les parties prenantes consacré l'année 2018 à la formulation du programme, avant de passer de façon plus aisée à la mise en œuvre effective du programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales. Lutte contre la pauvreté, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, financé par la Banque mondiale, vole au secours des jeunes de la région du Boclé. 780 jeunes vont bénéficier pour la première phase de financement pour des projets allant de 500 000 à plus d'1 million de francs CFA. En prélude à la Biennale d'art contemporain de Dakar, 20 journalistes culturels appartenant au réseau des journalistes du programme de développement culturel de l'UEMOA sont formés dans la capitale sénégalaise, Issaïo. Le contexte et l'espace de création d'une œuvre, la description, l'interprétation et la présentation de l'artiste sont autant des référents importants dans la critique d'art. 20 journalistes appartenant au réseau des journalistes culturels de l'Union monétaire ouest-africaine, RJPDC, UEMOA, s'outillent sur la question à Dakar. Une initiative de l'UEMOA qui vise à aider les journalistes culturels à donner plus de dynamisme dans l'espace monétaire des 8 pays membres. Au-delà de montrer nos expressions culturelles de manière brute, il faudrait un peu plus mettre les projecteurs sur quand même ce que ça donne comme richesse. Dans cette politique, parmi les parties prenantes ont été clairement identifiées les populations, parce que, in fine, les retombées vont aux populations. Le critique d'art doit être cultivé et doit participer régulièrement aux expositions. L'intérêt de ce type d'atelier, c'est qu'on déroule des protocoles. On dit un peu, voilà les différents éléments qui sont constitutifs d'une critique bien informée. Et puis, on donne aussi un fond théorique en matière d'histoire de l'art. Tout en saluant l'initiative de l'UEMOA, les apprenants s'engagent à jouer pleinement leur partition dans la promotion des arts visuels dans l'espace monétaire. On n'a pas toujours le temps de faire de la critique dans les médias. On se contente du reportage, du compte-rendu. Donc c'est un plus cette formation-là. Avoir le regard de formateurs africains vivant les mêmes réalités que nous, partager ça avec des collègues de 8 pays de l'espace UEMOA, c'est toujours un plus qui est non négligeable. Une visite de plusieurs galeries et des expositions de la capitale sénégalaise ont permis aux journalistes de nouer des échanges avec des artistes. Cette formation s'est tenue en prélude à la Biennale de l'art contemporain de Dakar. Après 6 années à la tête de la région Afrique où il gérait un portefeuille d'un montant de 70 milliards de dollars, Martha Diop vient d'être nommé vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures.
L'actualité internationale nous conduit à Jérusalem. Le transfert de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv a été acté aujourd'hui. Et en marge de cette cérémonie, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza. Des affrontements ont éclaté avec les soldats israéliens. Le bilan d'une 50aine de morts côté palestinien continue de s'alourdir. L'ambassadeur palestinien à l'ONU pointe du doigt la relation entre les deux événements. Législative en Irak, 2 listes anti-système se retrouvent à la tête lors de ces élections, les premières organisées depuis la victoire militaire à la fin 2017. Les listes ont dévancé celles du Premier ministre sortant, selon des résultats partiels diffusés dans la nuit de dimanche à lundi. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à vous tous sur RTI 1.